Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités qui commenteront ces principales unes parues ce mercredi. Allons justement découvrir ces unes et on démarre avec la nouvelle expression qui dit ce matin sur la déchéance de Jean de Dieu Momo, du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Momo rattrapé par ses turpitudes, nous dit le journal La Nouvelle Expression ce matin, par ses propos désobligeants et irresponsables sur les peuples juifs et Bamileke. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a poussé le gouvernement à présenter dans l'urgence ses excuses à l'État israélien, à l'État d'Israël. Une autre humiliation, pense savoir le journal, qui revient justement sur cette sortie du ministre de la Communication, sortie dans laquelle le ministre se désolidarise le gouvernement des paroles et des déclarations de Jean de Dieu Momo sur les peuples juifs et Bamileke, faisant savoir qu'il n'est pas passé dans le cadre de l'émission incriminée en tant que ministre de la République, mais bien plutôt à titre personnel. À lire aussi dans les colonnes du journal de La Nouvelle Expression ce matin, affaire MRC, Messanga Nyamding demande la libération de Maurice Kamto, membre du comité central du RDPC, biaïste. Il a plaidé dans une émission de débat télévisé à Douala pour la libération du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À lire aussi en santé, c'est 60 à 70% des consultations parlant de cancer de sein. Le constat est fait par des experts réunis du côté de Yaoundé. Le journal Le Messager ce matin titre sur la grève de la faim engagée par Alain Fogué du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alain Fogué, aujourd'hui entre la vie et la mort, détenu au groupement spécial d'opération depuis le 28 janvier, le trésorier national du mouvement pour la renaissance du Cameroun présente un carnet de santé des plus alarmants, hydraté et hypoglycémique, tel que nous rapporte le journal. Celui-là qui a engagé la grève de la faim depuis le 30 janvier dernier est quasiment méconnaissable selon le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissa, comme méconnaissable après donc plusieurs jours sans manger et sans boire. La cote d'alerte est donc lancée à travers cette sortie de ce dernier. À lire aussi le grand déballage de Chanda à Tongneu, l'entretien vérité du sémillant internationaliste aux pages 8 et 9 du journal Le Messager ce matin. Lui qui revient notamment sur Maurice Kamto, sur Jean de Dieu Momo et sur l'association qu'il préside dénommée l'ACAM. À lire aussi cette fois-ci dans l'œil du Sahel, la question de l'insécurité dans la région de l'Adamawa. Deux chefs de village enlevés justement dans l'Adamawa, ceci au moment où le ministre de l'administration territoriale se trouve dans cette partie du pays en croisade contre l'insécurité. Deux chefs de village donc dans le Faro et Déo ont été enlevés selon cet article du journal L'œil du Sahel. Pourtant, le ministre de l'administration territoriale lui a rencontré les chefs traditionnels et a prescrit à ces derniers de ne pas se rendre complices des actions de détournement, des détournements qui sont tout simplement légion de ce côté-là, avec à la clé à chaque fois des millions de francs CFA de rançon qui sont réclamés et très souvent payés. À lire dans le quotidien de l'économie cette même actualité autour de l'Adamawa. Insécurité, marque de la destruction du secteur élevage dans l'Adamawa. L'épiphénomène d'insécurité de 1980 est devenu un foyer ardent avec des conséquences sur les conditions de vie des populations de la région du château d'eau du Cameroun, nous dit le quotidien de l'économie. Et puis Info Matin titre aussi sur l'insécurité dans l'Adamawa, avec ces déclarations de Paul Atangandi, l'État a la volonté et les moyens d'agir dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité qui a fait son lit et son nid dans cette partie du Cameroun, la région château d'eau du pays. Et le MINAT a convaincu hier, selon le journal Info Matin, les chefs traditionnels dans cette partie du pays à jurer sur les saintes écritures de ne pas être les complices des bandits de grand chemin.
Mutation, titre ce matin sur l'affaire Jean de Dieu Momo, le tabou sur le tribalisme, dit le journal. Dans sa réaction lundi, le ministre de la Communication évite d'aborder les propos controversés du ministre délégué à l'égard de sa communauté d'origine. Ce silence questionne par 7 ans de montée de repli identitaire, nous dit le journal Mutation. L'Indépendant donne la parole ce matin à Olivier Bibou Nissak, le porte-parole de Maurice Kamtouf, le porte-parole qui charge le pouvoir de Yaoundé. À lire dans les colonnes du journal L'Indépendant ce matin l'intégralité de l'interview du communicateur officiel du leader du MRC au micro de Christophe Bois-Bouvier. Et puis à lire aussi incident diplomatique, le gouvernement qui lâche Jean de Dieu Momo, c'est ce que nous dit L'Indépendant. Camer Presse reste sur le leader du MRC à sa grande une. Camer Presse qui titre donc Maurice Kamto rebelle malgré lui. C'est une interrogation. D'abord, l'Union européenne accuse le régime de Yaoundé d'avoir fait usage disproportionné de la force par les forces de sécurité. Le journal panafricain Jeune Afrique pense que les derniers événements pourraient conforter le président du RMC dans la position d'adversaire numéro 1 de Paul Biya. Les dernières nouvelles des militants et du président du MRC et l'agenda des manifestations revisées à lire dans les colonnes du journal Camer Presse ce matin. Repère à titre sur les filières riz, maïs, sucre et poisson et comment le Cameroun s'appauvrit et enrichit l'extérieur. C'est la grande une du journal Repère qui parle donc des importations de riz, de maïs, de sucre et de poisson qui malheureusement à un niveau très élevé finissent plutôt par enrichir l'extérieur tout en appauvrissant le Cameroun. Le journal Diapason titre ce matin sur les finances publiques, la grande une du journal Diapason sur les finances publiques et ce déficit de près de 482,6 milliards de francs CFA dans le budget en cours. Dans la loi de finances de l'exercice 2019, il est question de trouver des ressources pour financer ce gap qui met à mal le respect de l'équilibre budgétaire. Cameroun Tribune parle de développement local à sa grande une, plus de pouvoir aux communes dans un contexte d'accélération du processus de décentralisation prescrite par le président de la République. Les assises générales de la commune qui s'ouvrent ce mercredi à Yaoundé visent à donner aux collectivités territoriales décentralisées les capacités et les moyens d'être réellement au cœur du développement, nous dit le journal Cameroun Tribune qui parle aussi dans ses colonnes ce matin d'insertion des jeunes et notamment de ce concept, l'approche Youth Connect comme solution ou encore de Managing Public ou encore donc de la Banque mondiale, voilà, qui fait des suggestions sur la gestion des finances publiques au Cameroun. Kalara ce matin parle de manifestations publiques en grande une, comment le pouvoir organise la torture de la bande à Kamto, interpellation massive, utilisation des balles, déportation des suspects, enquête tatillonne, garde à vue administrative, interdiction de visite. Tout est mis en œuvre selon le journal Kalara pour faire souffrir l'opposant et ses alliés. La liste complète des interpellés et le point du dossier judiciaire avec Maître Sylvain Sop dans les colonnes du journal Kalara, notamment dans un dossier que propose ce journal ce matin, dans sa publication donc de ce matin. Et puis le journal Le Soir Très Hebdo qui titre ce matin sur l'insécurité dans la région Château d'Eau du Cameroun, la région de l'Adamawa, et Paul Atangandi qui met en garde les preneurs d'otages et leurs complices. Sur haute instruction du chef de l'État, le MINAT effectue une visite de travail pour réitérer la détermination des pouvoirs publics à lutter contre ce fléau qui s'y est installé, à savoir l'insécurité. Ceci après que des centaines de gendarmes d'un corps spécialisé de la gendarmerie camerounaise aient été envoyés, déployés spécialement pour tordre le cou à l'insécurité. Le quotidien Le Jour titre ce matin sur les chefs traditionnels de l'Ouest et parle de malaise de ces chefs traditionnels donc de l'Ouest sur les grandes questions nationales et souvent locaux ont des positions de plus en plus ambiguës
ambigu, ce qui intrigue leurs administrés et pousse ces derniers à penser tout simplement que ces gardiens de la tradition se montrent de plus en plus inféodés par le régime de Yaoundé, une situation qui fragilise donc selon le journal et selon de nombreux observateurs la chefferie traditionnelle du côté de l'Ouest, un article en tout cas qui est commis au regard donc de la dernière sortie de Maître Momo Jean de Dieu. Et puis le quotidien Émergence titre ce matin sur la crise anglophone, qu'a révélé Sissoko Ayuk Tabe à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'institution créée par l'État et qui défend les intérêts des citoyens a enfin eu un droit de visite. Le rapport de cette rencontre sera connu dans les tout prochains jours, nous dit donc le journal, le quotidien Émergence à sa grande une. Voilà, qui nous permet de sortir et de retrouver nos invités sur ce plateau. Hervé Viardili de La Nouvelle Expression est là, de la rédaction centrale de La Nouvelle Expression. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Guimassan Jomo, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, bienvenue à vous, Donald Brice Kamgan de la rédaction centrale d'Equinox. Bonjour Eric Martial, bonjour à Hervé, bonjour à l'ensemble de ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, trois faits majeurs retiennent l'attention de la presse ce matin. Et on va commencer par le premier, voilà, qui est tout simplement prolongement de cette émission sur les antennes de la télévision nationale. Réaction contre réaction. La déchéance, Maître Jean de Dieu Momo, rattrapé par ses turpitudes, nous dit ce matin, La Nouvelle Expression, au regard de la réaction du gouvernement qui semble s'être désolidarisé de son ministre Donald Brice. Écoutez, lorsque on prend la parole sur les questions comme celle-ci, il est difficile de ne pas être gêné. Je veux dire que le ministre Jean Dieu Momo, que nous avons suivi ici à Douala, son parcours politique, échangé avec lui pendant de nombreuses années, on a suivi son parcours, on a bien vu qu'il s'est engagé corps et âme dans la campagne électorale aux côtés du candidat du RDPC, grand cadre du G20, et chaque fois le gouvernement l'a approprié comme étant l'arme de destruction des candidats d'en face. Aujourd'hui, il a été porté au sein du gouvernement. Et nous nous sommes inquiétés depuis le début sur les prises de position et le tempérament de cette personnalité politique qui posait problème depuis longtemps. Mais parce que le gouvernement l'avait mis visiblement en mission pour décrédibiliser l'opposition et dire non, ceux qui sont opposants n'ont rien compris, le meilleur camp c'est celui du RDPC. En ce moment-là, ça a arrangé le gouvernement qui ne se rendait pas compte qu'il y avait des dérapages dans les sorties. Et le plus souvent, il s'en prenait avec des mots qui ne sont pas républicains à sa communauté d'origine, insultant au passage tout le monde. Bon, maintenant que les dérapages langagiers ont créé presque un incident diplomatique entre le Cameroun et Israël, le gouvernement se rend compte que il a manifestement fabriqué un monstre qui aujourd'hui n'est plus contrôlable. C'est dommage. Et pensez-vous, collez-vous, adhérez-vous à ce titre? Est-ce que c'est une déchéance pour Jean de Dieu Momo? Je ne sais pas si c'est une déchéance. Je ne sais pas jusqu'où le régime est prêt à aller pour se maintenir. Mais j'observe tout simplement que pour l'instant, il reste ministre délégué. Quelles sont les missions qui lui ont été assignées? Beaucoup d'analystes pensent qu'il y a des missions politiques, des objectifs pour lesquels Jean de Dieu Momo a été recruté. Vous savez qu'il y a les élections municipales, législatives qui arrivent, il y a des bastions électoraux à Douala au sein desquels le parti au pouvoir bat de l'aile. Peut-être que Jean de Dieu Momo avait été recruté dans cette perspective-là aussi. Bon, maintenant, quelle est l'ampleur de l'incident qu'il a créé pour qu'il soit aujourd'hui ou demain mis de côté? On attend de voir. Toujours est-il que les faits pour lesquels il est incriminé sont assez graves. Voilà, des faits assez graves. Et dans l'article du journal La Nouvelle Expression, deux grilles d'analyse sont proposées à Hervé Viardili. D'un côté, on pense que le fait pour le gouvernement
d'avoir, d'une façon ou d'une autre, empêché qu'il ne fasse des excuses immédiates, comme l'exigeait l'ambassade d'Israël, et que ce soit plutôt le ministre de la Communication qui ait parlé pour donner la position du gouvernement, ou peut être interprété comme une certaine façon de le protéger, mais de l'autre côté, au regard de la teneur de la sortie du ministre de la Communication, qui fait savoir qu'il n'a pas agi en tant que membre du gouvernement, donne matière à croire à certains, voilà, qu'il a été lâché par ce gouvernement. Où vous situez-vous dans ces deux pôles de lecture? Difficile de se situer, tout simplement, en tant que journaliste, je ne peux que observer et analyser les faits. Et les faits, on le dit souvent dans notre jargon, sont sacrés. Et vous savez que la sortie de Maître Momo sur la toile, beaucoup de critiques acerbes. Dans tous les cas, il n'est pas lâché dans tous les cas. Il faut quand même reconnaître que l'apprentissage pour notre ministre est très difficile. Difficile parce qu'en fait, quand vous partez de l'opposition, où il a été pendant plusieurs années pour être du camp du parti au pouvoir, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faudrait apprendre. Même si pendant 2 mois, le temps de la campagne électorale, du moins, 3 semaines de temps de la campagne électorale, il a usé tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir satisfaire ceux-là qui voulaient bien que joue le jeu qui était le sien. Il est quand même difficile, dans sa posture de ministre, pour continuer dans la même logique, parce qu'en fait, il a oublié, ou du moins, il ne s'est pas encore rendu compte de sa posture. Peut-être qu'il pense qu'il y a encore le maître Jean de Dieu Momo qui pouvait être venu sur le plateau à travers et dire tout ce qui lui passait par la tête sans toutefois être repris ou bien sans toutefois être contrôlé. Non, aujourd'hui, c'est plus ça. Je suis certain que s'il le disait, ça serait sorti, il pouvait le faire sans être ministre, qu'on n'aurait pas le même effet que cela aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand il intervient sur les ondes de la télévision nationale, il parle en tant que membre de l'État, donc de tout un gouvernement. Donc c'est toute la responsabilité gouvernementale qui l'engage. D'où la gravité de ses propos. Et vous savez, il a voulu faire pendant cette émission, comme moi j'estime, on peut penser qu'il a été lâché parce qu'en fait, on pouvait rattraper ces quelques phrases quand on sait selon certaines informations que nous n'avons pas encore vérifiées. Semble-t-il que cette émission n'est pas tournée en direct et qu'on pourrait rattraper cela, ce qui fait qu'on confirme la thèse selon laquelle au sein de l'appareil de l'État et au sein du parti RDPC, comme le disait encore M. Nganyandjun sur les antennes de Kinos Télévision, il y a certainement certains qui n'ont pas accepté sa nomination et ils sont en train certainement de fourbir des stratégies pour sa déchéance. Au vu de cette lecture, on peut penser à ça, mais sauf qu'on ne va pas enlever à Maître Momo sa propre responsabilité personnelle. Parce qu'en réalité, quand on est membre du gouvernement, on doit mesurer tout ce qu'on est en train de dire. Absolument. Même si sa propre mission est celle de détruire, en fait, entre guillemets, ou bien de mettre en mal, pour être plus poli, sa communauté. Parce que quand on sait que Brice le rappelait encore sur ce plateau, que pendant les campagnes électorales, l'opposant acerbe que nous avons connu en 2011 et qui avait quand même qui était quand même pointu dans ses visées, qui disait quand même des choses assez crues. Vous vous rappelez que dans ses noms, en fait, c'est un musicien également, quand vous écoutez ces titres, vous comprenez effectivement qu'il est pour que le Cameroun change. Il était pour que le Cameroun change. Or, aujourd'hui, quand il se dédie, et dédie sa communauté, vous comprenez que l'image qu'il voulait présenter pendant son intervention à la télévision nationale, c'est ça surtout qui a rendu les choses encore plus difficiles. Alors, mutation sur cette affaire parle du tabou sur le tribalisme autour de cette affaire Jean de Dieu Momo, mutation qui, Donald Brice Kangan, fait savoir voilà, que le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, a choisi de réagir sur les propos antisémites, mais a refusé, en tout cas fermer l'œil sur l'autre scandale, voilà, ou sur l'autre communauté, clairement attaquée, cette communauté camerounaise d'origine, dont est originaire Jean de Dieu Momo, une politique de 2 poids 2 mesures dans cette situation et dans cette communication. C'est un angle très pertinent que Mutation a relevé. Il y a un homme politique qui a théorisé cela. Le Cameroun, le pouvoir fonctionne avec manifestement le tribalisme d'État, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui gèrent le pouvoir, sont dans les principaux cercles du pouvoir et se rassurent que on met tout en œuvre pour neutraliser tous les adversaires politiques.
ceux qui diraient, je disais l'autre jour que Célestin Monga et Achille Bembe ont théorisé cela sur le concept de tribu du ventre. C'est-à-dire que dans l'ensemble des 10 régions, on a des personnes qui sont représentées. On se rassure qu'il y a des personnes qui sont représentées dans l'appareil d'État et qui font tout pour écarter tout adversaire politique qu'on estime redoutable. Non, tant que ce tribalisme-là arrange ceux qui sont les tenants du pouvoir actuel, il n'y a pas de problème. Donc, le discours que tient Jean Dumomo servait jusqu'ici, le gouvernement l'arrangeait jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'on est en République et que tout n'est pas permis. Je pense que c'est une grosse leçon qu'il faut pouvoir intégrer pour le gouvernement. Surtout, le journal s'interroge sur ce silence, finalement cet aspect tabou de la question tribale, au moment où l'on assiste quand même à une montée exagérée, non seulement du repli identitaire, mais surtout des attaques quasiment intertribales, même si jusqu'ici c'est à demi-mot. Oui, je disais que vous savez que ces replis sont remontés de façon plus acerbe depuis la campagne électorale, depuis la présidentielle. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le terrain politique et puis le contexte a été différent parce que je rappelle toujours que la présidentielle 2018, comme tout le monde l'observe, n'a pas été une élection comme tous les autres parce que de nouveaux acteurs sont arrivés, la classe politique s'est rajeunie relativement et on a observé un regain d'intérêt d'un bon nombre de citoyens pour la chose politique et donc ce réveil-là ne faisait pas le jeu des tenants du pouvoir. Et de nouveaux opposants sont arrivés et le pouvoir a quelque peu vacillé. Il fallait trouver quelque chose pour diviser. On a présenté Cabral comme le candidat des peuples Bassa, Maurice Kamto comme candidat des peuples Bamileke, même si finalement les chiffres donnent tort à ceux qui l'ont pensé. Non, ce sont des stratégies qu'on utilise pendant la période électorale pour déstabiliser l'adversaire politique. Malheureusement, des stratégies qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui et qui finalement créent une sorte de malaise. Le journal Le Jour, lui, titre sur le malaise des chefs traditionnels avec des positions ambiguës, mais aussi des silences assourdissants. Face à certaines situations, c'est la une du quotidien Le Jour, cette posture des chefs traditionnels finalement ambiguë dans cette région de l'Ouest pour ces gardiens de la tradition. Oui, je pense que ça ne surprend personne, ça ne surprend pas surtout ceux qui observent la scène politique. Vous savez que les chefferies traditionnelles de l'Ouest, qui étaient encore celles qui communiquaient suffisamment avec les ancêtres, qui avaient gardé leur neutralité par rapport à la chose politique, qui étaient restées ancrés dans les traditions, ont presque perdu le pouvoir avec la politisation de notre chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, sinon la majorité, sont devenus des membres de partis politiques et même pourquoi pas, ils sont devenus des membres du parti au pouvoir. Surtout que vous savez que le chef de l'État a pris un décret pour pouvoir désormais payer les chefs traditionnels. Aujourd'hui, ça va jusqu'au 3e degré. Et du coup, pour comprendre que c'était une manière, n'est-ce pas, de les inféoder, de permettre d'appartenir au parti au pouvoir, surtout que pendant les périodes électorales, vous savez, les discours des chefs, et quand vous savez ce que ça signifie, un chef en tribu Bamileke, ça dit qu'il est l'émanation du Dieu, du moins, il est l'intermédiaire entre Dieu et les populations et les vivants. Donc, du coup, on ne doit qu'obéir aux chefs. Le journal parle de la dernière sortie, par exemple, d'un collectif de chefs traditionnels, continue avec la déférence au chef de l'État, condamnant un certain nombre d'actes et parfois condamnant même leurs propres fils, des positions de certains chefs qui sont d'ailleurs engagés politiques contre parfois certains de leurs sujets. Voilà toute chose qui finalement vient chambouler la logique traditionnelle. Effectivement, c'est ce que ça veut dire que le parti au pouvoir a réussi autant pour moi à œuvrer tout cela. En fait, c'était une stratégie bien mise sur pied qui a réussi parce que vous savez, je parlais tout à l'heure des chaufferies qui étaient traditionnelles, qui étaient encore loin de la politique, qu'on a réussi à politiser aujourd'hui. Ça fait que les chefs ont presque perdu ce pouvoir-là. Et même, quand vous savez, quand vous êtes engagé à la politique, vous n'avez plus la lucidité. La seule chose que vous avez, c'est défendre votre parti politique. Du coup, on a même l'impression qu'ils sont coupés des ancêtres. Pourtant, leur rôle, leur mission principale était de veiller sur les vivants. Alors, du coup, on peut comprendre que après toutes ces sorties qui mettent en mal la communauté Bamileke en général. Vous savez qu'il faut quand même reconnaître que lors des contentieux électoraux, quand Kamto se présente en disant je suis Bamileke, il dit tout haut
ce que dans cette République, beaucoup disent tout bas. Mais il a eu quand même le toupet de le dire. Aujourd'hui, on pense que lui qui a fait naître aujourd'hui le problème Bamileke, aujourd'hui, ou bien le tribalisme au Cameroun, quand nous savons tous que c'est faux. Brice l'a démontré suffisamment sur ce plateau, tout en faisant comprendre que le politique exploite les questions tribales pour des fins personnelles. La preuve, que vous constaterez que sur le plan social, le tribalisme n'affecte pas les Camerounais qui vivent ensemble depuis des années. Et les mariages intertribaux sont fréquents chez nous. Donc, quand aujourd'hui, sur le plan de l'État, on utilise le tribalisme à des fins politiques, on fait croire que les Camerounais, dans l'ensemble, sont tribalistes. C'est faux. Les Camerounais, à la base, ne sont pas tribalistes. Ils vivent ensemble depuis des années. Donc, du coup, on peut comprendre que cela fait mal. Parce que, au niveau de l'État, on utilise ces fibres-là pour des recrutements dans les différentes fonctions publiques, pour des nominations et autres. Et on empêche. Il faut toujours reconnaître que, Brice le disait encore, Maurice Kamto s'est porté lors des élections présidentielles, était comme le candidat qui a fait tout chambouler. Parce qu'en face, on avait d'autres oppositions qui avaient tenté quelque chose, mais qui depuis n'innovaient plus. Or, l'innovation de Maurice Kamto aujourd'hui est venue bouleverser la chose politique. Et le parti au pouvoir qui était carrément assis dans un siège, qui ne se gênait plus, parce qu'il savait que tout était fait, tout lui était acquis, a compris que non, il faudrait bien qu'il mette sur pied certaines stratégies pour garder mon siège. Sinon, je vais me faire éjecter. Du coup, on a exploité cette fibre tribale qui, jusqu'à présent, continue à défrayer la chronique. Il faut dire que c'est tout ce qui a commencé pendant la présidentielle qui continue aujourd'hui. Donc, la sortie de Maître Momo, qui nous oblige encore aujourd'hui à oublier les réels problèmes des Camerounais, parce qu'il faut connaître que les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, les Camerounais n'ont pas de route, les Camerounais n'ont pas où se soigner, parce qu'en fait, le pays est mal géré. Mais vous voyez, aujourd'hui, sur un plateau de télévision, il faut encore revenir sur cette fibre tribale qui ne sert pas le Cameroun dans son ensemble. Donald, en une minute. Oui, en une minute. Je ne contesterai jamais, mais alors au grand jamais, le droit à un citoyen, quel que soit son rang social, chef traditionnel, ministre, délégué du gouvernement, d'avoir un bord politique. Je ne lui contesterai jamais, qu'il soit l'opposition du pouvoir. C'est de son droit, la Constitution le permet. Le problème avec les chefs traditionnels, c'est que les positionnements sont le plus souvent alimentaires. Ce n'est pas une exclusivité de l'Ouest. Venez dans le littoral, les chefs Sawa, venez aller au sud, les chefs Boulou, allez dans l'extrême nord, allez dans la Damawa. C'est quasiment la même chose. Mais quid des exemples comme Sa Majesté Sokodjo Ramo? Mais il sera. Waouh, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Le chef des Babenjou, je crois, à l'Ouest, ce sont des profils rares. C'est pour ça qu'il faut admettre que dans une république, après le principe de la société, on ne peut pas réussir à contrôler tout le monde. Il y aura toujours des récalcitrants, des personnes qui vont se démarquer. Alors, pour finir en une seule phrase, je suis contre les positionnements d'ordre communautaire. Ces problèmes se posent, je le dis encore, parce que les Camerounais n'ont pas accès aux soins de base, aux rudimentaires de l'existence, accès à l'eau potable, à la santé. Écoutez, si la gouvernance était acceptable aujourd'hui, les Camerounais ne seraient pas à s'étriper sur la toile, tel est Betty, tel est Bamileke, tel est... Si les gens avaient accès à quoi manger, pouvaient se soigner, avaient des routes, ils ne s'en inquiéteraient pas. Ça se pose aujourd'hui parce que les gens se sentent mal et regardent celui qui dirige, il dirige pour ses frères, ou alors regarde celui qui va arriver, il va arriver pour ses frères. Donc, le problème de fond, c'est celui de la bonne gouvernance et des principes républicains. Alors, le deuxième sujet sur lequel nous allons nous étaler sur quelques minutes, c'est celui qui porte sur la santé d'Alain Fogué. Aujourd'hui, entre la vie et la mort, c'est ce que nous dit le journal Le Messager à sa grande une. En grève de la faim depuis le 30 janvier, pas d'eau, pas de nourriture, en tout cas de façon volontaire. Ça fait beaucoup et c'est aussi au regard de son âge et même des problèmes de santé qui peuvent se poser à partir d'un certain âge. Oui, nous avons appris que il y a un certain nombre de cas du RDP, du MRC qui ont été interpellés, bien que ne faisant pas partie de la marche du 26 janvier. Les conditions de détention sont celles que nous connaissons. Il y a une grève de la faim qui l'a engagé Alain Fogué certainement, mais il y a aussi que les conditions de détention qui ne sont pas terribles au Cameroun peuvent également contribuer à faire dégrader son état de santé. Le problème de fond encore ici, c'est on se demande que reproche-t-on à ces citoyens? Le droit d'avoir exercé, le droit de manifester comme le permet notre loi fondamentale qu'est la Constitution.
le droit d'avoir dit non à l'injustice, au scandale de la Coupe d'Afrique des Nations que tout le monde connaît. Non, il faudrait que ceux qui nous dirigent sachent que la République appartient à tout le monde et que les lois sont faites pour servir et réguler les relations entre les membres de la société. Cette loi de 90 qui est mise en œuvre avec toutes les limites que l'on dénonce depuis bien des années. Malheureusement, même lorsque les manifestations de simples réunions de l'opposition sont interdites, on arrive à des situations comme celle du 26 janvier. Alors, Alain Fogué, carnet de santé des plus alarmants, forcément, personne n'aurait intérêt à ce que le pire arrive à ce niveau. Oui, personne n'aura l'intérêt, même pas ceux qui dirigent ce pays. Sauf qu'on a l'impression que juste depuis le jour où il a pris l'initiative de faire une grève de la faim pour manifester contre leur arrestation et l'arrestation de 200 autres jeunes Camerounais qui ont décidé de marcher avec le MRC un samedi pour contester le processus électoral au Cameroun, pour dire non au hold-up électoral, même si on va reconnaître que la marche était interdite par les différents sous-préfets des différentes régions où la marche a eu lieu et les préfets. Il faut quand même accepter également qu'on ne va pas empêcher aux uns aux autres de pouvoir manifester. Surtout qu'au Cameroun, on a l'impression que c'est 2 poids 2 mesures qui est en train de se jouer depuis des années. Toutes les manifestations d'opposition au Cameroun sont interdites par les autorités administratives. Pourtant, le parti au pouvoir a accès et tous les partis alliés organisent les manifestations sans problème. Vous vous souvenez que juste quelques jours après l'arrestation, le week-end qui suivait, il y avait une marche autorisée, une marche pour la contestation d'une marche qui avait été interdite et qui avait été validée à Yaoundé. Il a fallu justement de sortir des personnalités pour critiquer cette manière de faire. Vous comprenez donc que nous sommes gérés par des personnes qui ont peur. De quoi avons-nous peur dans un pays où on pense que le chef d'État a remporté les élections à 78%? Ça veut dire que 71%, merci. 111%, ça suppose qu'il a l'assentiment de tout son peuple. Effectivement, quand vous êtes aimé, soutenu par votre peuple, vous ne craignez rien parce qu'en fait, c'est ce peuple qui est le garant de votre sécurité. Ou bien j'ai l'impression que ceux qui sont autour de lui ne lui disent pas un certain nombre de choses, ou du moins, il faut quand même reconnaître qu'il y a un mal-être, il y a un malaise social, et que les Camerounais le revendiquent. Avant les processus électoraux, avant les élections présidentielles de 2018, je pense que la question de la révision du code électoral dans ce pays a été posée et reposée par l'ensemble des partis d'opposition au Cameroun. Et je reconnais qu'en 2011, Maître Momo également, il évoquait déjà, parce que vous savez, en 2011, il n'y avait pas un code électoral, il évoquait déjà pour que les élections consensuelles soient organisées. Et je pense qu'au nom du fait que ce code électoral n'a pas été révisé et ne fait pas l'assentiment de tout le monde, on peut penser que les élections présidentielles 2018 ont été truquées. D'où la marche organisée par le MRC. Aujourd'hui, Fogué est en train entre la vie et la mort selon le messager, mais je pense qu'il revient au gouvernement de pouvoir le soigner. Et pourquoi? Je ne sais pas. Si le chef d'État a lui-même a pris l'initiative de libérer ce secrétaire a été dans la crise anglophone, je crois que 2 vagues ont été libérées. Je crois que les 229, la dernière fois, ont été libérées. Je pense que au nom de la paix sociale, parce qu'il ne faut pas... Au nom de l'apaisement, comme dit... Au nom de l'apaisement, Messanga Nyamdi. Oui, au nom de l'apaisement, au nom du vivre ensemble. Justement, une sortie comme celle de Messanga Nyamdi. Oui. Et vous étonne, vous surprend? Non, je pense que ça ne nous étonne pas. Parce que quand il parle en diplomate, il faut quand même reconnaître que c'est un enseignant lyrique. Quand il parle en diplomate, c'est pour faire comprendre que la vie n'est pas que politique, la vie est diplomatie. Pour que le vivre ensemble puisse être réel, comme le dit le chef de l'État, il faut un certain, comment on appelle ça? Il faut des restrictions un peu partout. Il faut mettre un peu de l'eau dans du vin. Parce qu'on ne peut pas toujours être content sans penser au bien, au bonheur du voisin. Auquel cas, on va éliminer tous ceux qui sont en face pour être seul. Or, il faut toujours vivre avec son ennemi parce que c'est votre ennemi qui donne un sens à votre existence. Messieurs, pour sortir, Paul Tangadi, qui est dans la partie Adamawa du Cameroun, et question de lutter contre l'insécurité. On sait qu'il y a près de 200 éléments des forces spéciales de la gendarmerie qui ont été envoyés de ce côté-là pour endiguer le phénomène d'enlèvement qui a fait son nid de ce côté-là. Mais pendant que le ministre de l'administration hier, Loïc Dussel, nous fait savoir que 2 autres chefs ont été enlevés, lui qui a rencontré les chefs traditionnels pour les mettre du côté
du gouvernement pour lutter contre cette insécurité galopante? Oui, l'Adamawa est une poche d'insécurité, j'allais dire oubliée. Depuis au moins 3 ou 4 ans, la région fait face à une série d'enlèvements presque quotidiens de population, de kidnapping, de vol de bétail. Vous savez que l'Adamawa est un grand bastion de bétail, d'élevage. Le gouvernement a semblé briller par un certain attentisme jusqu'à un certain moment face à cette situation. Je rappelle que d'après les chiffres officiels, au moins 100 personnes ont été enlevées en 2018 pour plus de 800 millions de rançons payées entre 2015 et 2018. Ce sont les chiffres officiels. Maintenant que le ministre de l'administration territoriale, hier, à la suite de l'instruction présidentielle de renforcer avec un déploiement de 130 éléments de la gendarmerie sur le terrain, espérons que les choses iront pour le mieux, mais évidemment, il ne faut pas prendre des actions ponctuelles comme celle-là. Il faut étendre l'action sur le long terme pour les résultats politiques efficaces. Ta stratégie, certainement. Hervé Vière, 30 secondes. Oui, on espère justement que ceux qu'on a déployés là-bas vont faire le travail que le leur. Il faut toujours dire, que nous avons dit sur ce plateau, qu'on doit faire des efforts pour faire... la police et la gendarmerie doivent travailler davantage avec les renseignements. Vous savez, quand vous envoyez les hommes sur le terrain et qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, c'est difficile d'intervenir. Donc, il faut justement que l'État s'engage à lutter contre ces rapts et qu'on ramène la sécurité dans cette partie du Cameroun. Allez, merci à vous, messieurs. Merci à vous qui nous avez regardés, chers téléspectateurs. Demain sera notre jour. Nous serons jeudi et nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir.